Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font du développement durable et de la transition écologique un axe majeur de leur développement. La responsabilité sociale, sociétale, environnementale, c'est un modèle de business de plus en plus suivi, c'est ce qu'on démontre tous les jours dans cette émission. Bonjour Émilie, comment ça va? Bonjour Thomas, comment ça va? Ah, ça, on a réussi à... C'est sympa parce que jusqu'à présent vous ne me répondiez pas, donc là maintenant ça y est, je peux dire que moi aussi je vais bien et donc c'est le moment de vous proposer le sommaire de l'émission. L'invité de Smart Impact, c'est Patrick Mercier, fondateur, président de l'agence de communication Change. Il va nous parler du concept de bénévolence. Oui, notre débat ensuite portera sur la transparence des produits, un enjeu majeur pour tous ceux qui souhaitent consommer sain et éthique. Et puis la bonne idée du jour, c'est un produit de nettoyage à base d'eau, de sel et d'électricité, ou comment désinfecter sans polluer. Voilà, on a une demi-heure devant nous, c'est parti pour Smart Impact. Bonjour Patrick Mercier. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir dans Smart Impact. Vous êtes le président, cofondateur de l'agence Change. Vous publiez The Power of Benevolence, ou comment les marques peuvent changer le monde. C'est aux éditions LPM. Je tombe sur le livre, je vois le titre. Bénévolence, c'est de l'anglais, c'est du français. C'est quoi ce mot? Bon, merci de me recevoir. Alors c'est un mot à la fois français. On s'est aperçu que c'est un mot qui a environ 200 ans, qui signifie faire le bien pour les gens. Puis c'est aussi, parce qu'on fait partie d'un réseau international, c'est la parfaite adaptation anglo-saxonne en fait pour le mot bienveillance, puisqu'en fait bénévolence c'est la suite du mot bienveillance, mot qui a été peut-être un peu trop utilisé, donc l'intérêt de trouver un autre mot pour capter l'attention sur les notions de responsabilité et d'utilité. Et vous dites que cette idée, cette démarche même, il faut aller plus loin, peut sauver les marques. Pourquoi ? Alors, ça peut sauver les marques parce qu'en fait, aujourd'hui, on l'a vu notamment dans la période post-Covid, on s'aperçoit qu'il y a un vrai intérêt sur l'utilité et la responsabilité par rapport aux enjeux qu'on connaît tous. Pourquoi les sauver ? C'est qu'aujourd'hui, il y a une transformation indispensable des marques par rapport à leur environnement. Et le fait d'utiliser la bénévolence, c'est une des solutions, il faut être raisonnable, il y a peut-être d'autres solutions, est une solution de transformation. On va prendre deux cas d'école, une marque, une jeune marque, une marque qui se crée, et puis une marque installée. Parce que j'imagine que c'est plus facile pour une marque qui démarre, de se dire on va dans cette idée-là d'améliorer la vie des citoyens, des consommateurs, de nos salariés. Moi, je pense par exemple à C'est qui le patron. Là, on est complètement dans cette démarche. Absolument. Alors, on connaît très bien C'est qui le patron, puisque Nicolas est devenu un ami de l'agence. Effectivement, C'est qui le patron est né spontanément avec un concept de bénévolence. Donc c'est à la fois plus facile, mais en même temps, il ne faut pas sous-estimer la résistance au départ de C'est qui le patron, puisqu'il est venu quand même déstabiliser, je veux dire, un establishment au niveau des marques nationales et des marques du distributeur. Et donc l'effort a été net. Oui, il y a quand même des freins. Il y a des freins. Des boulets aux pieds, quoi, même quand on crée sa marque, quoi. Oui, parce qu'en fait, on est dans une organisation qui est bien installée au niveau business et industrie. Et je crois que C'est qui le patron est venu perturber positivement en fait cet équilibre du passé. Alors Patrick, merci, bonjour. Vous êtes chez Change, vous êtes le président de Change depuis 10 ans. Avant, vous étiez président de Léo Burnett. Du coup, vous avez un recul un petit peu particulier sur l'univers de la publicité en général. Est-ce que vous trouvez que la publicité devient éthique? On a vu les récents rapports cet été déposés au gouvernement sur ces thématiques-là. Est-ce que vous trouvez que ça change vraiment? Alors c'est en train de changer, pour être tout à fait transparent. Je pense qu'on n'en est pas encore à la phase d'après. Mais aujourd'hui, il y a une prise de conscience de notre industrie, de la communication, qu'on doit avoir une posture différente avec les marques, et notamment vis-à-vis des consommateurs. Donc c'est en train de bouger, cette prise de conscience, elle est réelle. Et effectivement, la notion de bénévolence, c'est une façon d'anticiper ce qui devra être demain en termes de communication. Mais ça, si on prend quelques exemples concrets, ça signifie quoi? Parce que moi, je vais dire, être la bienveillance ou la bénévolence pour un chef d'entreprise, c'est peut-être d'augmenter les salaires, déjà, le point de départ, quoi. Ça pourrait. Toutes les marques se sentent utiles, quelque part. Donc, comment on va, avec quels critères on va juger une marque bienveillante et utile? Alors, sur cette question, qui est une très bonne question, en fait, on a inventé il y a 5 ans ce qu'on appelle le Benevolence Index, qui mesure les marques, puisque chaque année on mesure entre 300 et 400 marques auprès de 5000 Français sur des critères d'utilité.
et de responsabilité. Par exemple, une question toute simple qui est, est-ce que vous pensez que cette marque va changer positivement votre vie? C'est une question toute simple, mais c'est une façon de mesurer si la marque agit positivement dans le quotidien des gens. Donc je crois qu'on est Donc à c'est cette quoi? C'est une phase-là. sorte de sondage avec un partenaire, je crois que c'est BVA, c'est ça? Exactement. Qui vous a permis, on voit 4 catégories là, qui ça. s'affichent. C'est quoi? C'est les catégories d'entreprises? En fait, on a catégorisé les entreprises en fonction de leur sensibilité sur la bénévolence. Certaines sont très engagées, par exemple Yves Rocher est une marque très bénévolente, et puis vous avez d'autres marques qui aujourd'hui sont soit plus sceptiques, soit interrogatives par rapport au fait de s'engager dans le concept de bénévolence. Ou même réfractaire. Hein, c'est Réfractaire, c'est exact. Vous employez. Alors, oui, parce que vous pouvez sauver une marque réfractaire, entre guillemets? On peut essayer. On peut essayer. Alors, on n'y arrive pas toujours, mais ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, il y a cette prise de conscience des marques, et nous, on essaie de les accompagner dans cette transformation. On pourra avoir quelques exemples de marques bienveillantes, bénévolentes? Oui, on peut. Alors, des marques bénévolentes en France, vous avez Yves Rocher, on en parlait, qui l'est spontanément et historiquement. Vous avez des marques comme Nivea, avec lesquelles on collabore depuis pas mal de temps, qui est une marque historique, et qui a toujours su équilibrer en fait des produits assez simples avec une forme d'empathie naturelle avec les consommateurs. Donc elle est perçue comme marque bénévolente. Vous avez aussi les marques dans le bio, et ça c'est mécanique, puisqu'en fait le bio donne plus d'attention aux consommateurs que d'autres marques alimentaires. Donc vous avez comme ça, dans notre indice, vous avez une 50aine de marques qui sont spontanément bénévolentes. Alors votre... Allez-y. Non, là, on va se faire des Malek. Chacun son tour. Votre entreprise est bénévolente aussi. Vous allez d'ailleurs, je crois, instaurer une nouvelle façon de travailler à partir du 1er septembre. Qu'est-ce que c'est ? En fait, on s'est aperçu dans la période post-Covid qu'il fallait qu'on se transforme aussi. Donc, on a, nous, un programme RSE pour notre agence. En fait, on va transformer nos bureaux un peu classiques en workplace, où les collaborateurs pourront venir, où des clients pourront venir, où des partenaires pourront venir travailler dans nos bureaux dans Paris. C'est 120 collaborateurs, c'est ça, 12 millions et demi de marge brute, ça, change, une agence 100% indépendante. Est-ce que ça veut dire que vous allez mettre en place beaucoup plus de télétravail? C'est vrai qu'on a vu le phénomène se démultiplier avec le confinement et dans cette vie avec l'épidémie. Ça fait partie de la mutation? C'était déjà fait. C'est fait. En fait, on a 2 jours de télétravail, sachant qu'on ne peut pas obliger les gens à être en télétravail, mais c'est fait. Donc, il y a 2 jours de télétravail à l'agence. Oui. Je parlais des marques jeunes et des marques installées. Est-ce que c'est beaucoup plus compliqué pour une marque centenaire, on va prendre, j'en sais rien, Peugeot, Danone, enfin, de faire évoluer comme ça son ADN et d'aller vers la bienveillance? Alors, oui, c'est compliqué. C'est compliqué pour une raison technique. C'est qu'aujourd'hui, si on veut accélérer ce mouvement de la bénévolence, il faudrait changer un élément dans le critère d'évaluation des marques. Aujourd'hui, comment vous êtes évalué par votre actionnaire? Vous êtes évalué, un chef d'entreprise est évalué sur ses résultats, sur ce qu'on appelle l'EBITDA. Si demain on équilibre l'EBITDA avec des critères de responsabilité et que le chef d'entreprise ou l'entrepreneur est jugé par à la fois de la responsabilité et des résultats financiers, ça va accélérer le mouvement. La raison est la suivante, c'est que si vous êtes uniquement centré sur les résultats, à court terme, votre intérêt, vous, en tant que chef d'entreprise, en tant que manager, c'est d'être focusé sur l'EBITDA. Et comme ça prend du temps à se transformer en termes de responsabilité et d'utilité, on n'en voit pas les résultats instantanément. Donc, si demain, alors qu'il y a une demande des consommateurs qui est de plus en plus importante. C'est toute l'ambiguïté. Et en fait, le message qui est passé dans ce livre, c'est que si on arrive à équilibrer ça avec ses responsabilités d'un côté et de l'autre côté, l'aspect financier, le regard du chef d'entreprise sur ses décisions d'action, sur ses investissements sera forcément différent. Alors vous parliez de Danone. Danone, avec son président, a fait le choix déjà de transformer et de dire à ses actionnaires: je prends la décision de m'engager dans un concept de bénévolence. Oui, d'être une entreprise à mission. Exactement. Engagée Exactement. dans la loi Pacte, effectivement. Quel est votre regard sur les marques à l'international? Sont-elles plus engagées? La France, comment se positionne-t-elle? La France se positionne bien. Vous avez dans à peu près tous les pays du monde des entreprises qui sont bénévolentes. Je crois que la France est dans la bonne norme. On n'est ni en retard ni en avance. Et je crois que quand on regarde en fait la presse internationale, je pense que la France
est peut-être plus en avance que d'autres pays sur la prise de conscience de cette transformation. Mais vous observez aussi chez Change les grandes marques internationales. Est-ce qu'il y a des marques françaises qui peuvent s'en inspirer? Est-ce qu'on pourrait, essayons d'être concret, trouver un exemple de marque internationale qui pourrait donner quelques clés à une marque française? Alors, il y a une entreprise qui est une entreprise formidable, qui est un peu le Decathlon américain, même si Decathlon est une formidable entreprise en France, qui s'appelle REI, qui est en fait une société de outdoor, et qui a pris la décision, pour être bénévolente, de ne plus faire le Black Friday. Ce qui est une décision extrêmement courageuse. Et ce qui est intéressant, c'est décrit dans le livre, c'est que le jour du Black Friday, il dit écoutez, on fait une chose simple, on ferme nos magasins, et pendant cette journée, allez vous promener, allez visiter la nature, on se retrouvera après la fermeture. Imaginez, en France, ce type de décision, c'est extrêmement courageux. Parce que c'est coûteux. À court terme, on perd un gros chiffre d'affaires la journée ou la semaine en question. Bien sûr. On y gagne ailleurs. Mais on y gagne en relationnel avec ses clients, on y gagne dans la durée. Et donc, cette entreprise est un formidable exemple à l'international. Et vous êtes venu avec les mugs Change. Donc, ça, c'est quelqu'un qui fait de la com. Donc, merci. Avec Il n'y plaisir. avait rien dedans, mais on va les remplir. Ou alors, on va réussir à avoir des mugs Smart Impact. Qui sait, on va peut-être y arriver. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était passionnant. The Power of Benevolence, c'est donc le titre de ce livre, Comment les marques peuvent changer le monde. C'est chez LPM. À bientôt. À bientôt. Allez, on passe au débat de Smart Impact qui rejoint votre démarche. On parle de transparence des produits. Absolument. Vers plus de transparence des produits, c'est le thème du débat RSE d'aujourd'hui. Nous allons en parler tout de suite avec nos deux invités. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Jérôme Cohen, fondateur et président d'Engage, une association et une entreprise aussi. 5000 membres actifs désireux de contribuer activement à la transformation positive de notre société. On va voir Exactement. Ça. Et Christophe Urbain, bonjour. Vous êtes le fondateur et président de My Label, une application mobile qui permet de consommer selon ses valeurs. On va voir ça tout de suite d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire consommer selon ses valeurs? On choisit ses propres critères de consommation? Ça veut dire que chacun va pouvoir choisir des thématiques sur lesquelles il a envie de s'engager particulièrement dans son quotidien, dans ses achats alimentaires tout particulièrement, et va pouvoir visualiser très simplement sur un produit qu'il a dans la main quel est son impact sur des critères santé, des critères environnementaux, des critères sociaux, éthiques. Des critères que vous proposez, une liste On propose un peu plus d'une vingtaine de critères. D'accord. Et donc les gens peuvent choisir tous les critères ou un seul. L'idée, c'est d'avancer à son rythme et de s'éduquer d'une certaine manière, en tout cas de s'informer en ayant cette forme de transparence sur l'impact des produits et en s'appuyant pour évaluer les produits sur des tiers de confiance qui sont des ONG, des associations, des institutionnels. Et ce sont eux, finalement, qui alimentent ce choix du consommateur. Oui, parce que la question, c'est qui évalue. L'évaluation, elle est faite par les marques elles-mêmes, elle est faite par des indépendants. C'est une question essentielle, j'imagine. Alors, on est dans une crise aujourd'hui de confiance sur l'information qui est donnée sur le produit, sur cette transparence qui n'est pas là. Et donc, nous, on a cherché en qui est-ce que nous tous, nous avons confiance. Et ce qui ressort quand on demande ça aux gens, c'est les associations, les ONG. Voilà en qui j'ai confiance pour faire évoluer mon comportement. Et donc c'est pour ça qu'on s'est tourné vers eux et ils ont accepté de travailler avec nous pour faire My Label. Alors on est selon les chiffres, c'est une étude publiée par le ministère de l'Agriculture il y a déjà 2 ans, donc ça a dû évoluer. 69% des consommateurs s'intéressent à l'impact de leur alimentation sur la santé, 61% à l'impact sur l'environnement. Une attention qui est croissante, qu'on partage les uns et les autres, qui modifie même nos habitudes d'achat. Jérôme Cohen, ça veut dire que la transparence, d'une certaine façon, c'est même plus une option pour les marques, c'est une obligation? Oui, je crois. En fait, je pense que l'entreprise, en règle générale, est soumise à énormément de pression aujourd'hui, positive ou négative, peu importe, qui les fait bouger, des salariés. Premièrement, en interne, on n'a plus envie de vendre un produit auquel on ne croit pas. Est-ce que les salariés sont aussi les citoyens, bien sûr. Et les consommateurs. Et les consommateurs. Donc aussi des régulateurs de plus en plus fortes, des institutions financières, des financiers. Donc je pense qu'aujourd'hui, les entreprises n'ont plus vraiment le choix que de bouger, que d'aller vers cette transparence. Et aussi, on sent bien que cette dimension de transparence, elle est de plus en plus demandée dans la sphère sociale, entrepreneuriale, politique.
cette nécessité un peu de laisser voir ce qui se passe derrière, ce qui est la définition première d'ailleurs de la transparence. Et donc beaucoup de pression, mais aussi d'autres sujets qui font que finalement l'entreprise va se voir contrainte en fait d'évoluer. Je pense qu'une contrainte forte ou une explication forte, c'est aussi le degré de complexité croissante de l'économie, de la production, des circuits de transformation et des produits eux-mêmes. Je pense qu'aujourd'hui, un citoyen, un consommateur, a la nécessité de comprendre ce qu'il a dans son assiette, puis dans son corps, ou ce qu'il consomme de façon plus générale. Et dans la complexité de toutes les chaînes, de tous les maillons de la mondialisation, aujourd'hui, eh bien, il n'y a pas d'autre choix que de demander un niveau d'explication. Donc, si je vous comprends bien, on est, nous, consommateurs et citoyens, de plus en plus bombardés d'infos, un peu perdus face à cette multiplication d'infos. Donc, la transparence, c'est un moyen de retrouver un chemin, de revoir un peu de lumière au bout du tunnel. Il faut se méfier évidemment, parce qu'il y a une immédiateté de l'information. Donc, évidemment, tout ça, ça devrait être travaillé de façon consciencieuse. Mais oui, il y a une nécessité et qui, en plus, pour moi, pour l'entreprise, est assez antinomique avec ce qu'est une entreprise. Dans ce jeu entre secret et transparence, pendant, je dirais, 50, 60 ans, les entreprises étaient plutôt du côté du secret, à tout niveau, dans la fabrication, dans les modes de gouvernance, dans la transparence et la diffusion d'informations. Aujourd'hui, il va falloir inverser. Donc je ne dis pas que c'est simple, mais c'est une nécessité qui me semble absolue. Et je pense que sinon, l'entreprise n'aura plus de salariés, de financeurs, de consommateurs. Donc elle s'y voit contrainte. Est-ce que c'est un jeu? Est-ce que c'est une éthique d'action? Est-ce que c'est une éthique de conviction? Est-ce que c'est sincère? C'est parfois un peu tout ça mélangé. Voilà, exactement. Mais en tout cas, je sens, et c'est ce qu'on disait juste avant l'émission, c'est qu'on y vient très fortement. Depuis 2-3 ans, je pense que la prise de conscience, elle est là un peu partout. Elle se diffuse au niveau des pratiques sociales et environnementales. Depuis 1 an, on sentait que ce phénomène était en grande amplification. Et là, je pense que le coronavirus... Dans les entreprises. Voilà, dans exactement, les entreprises. absolument. Ouais. Oui, on parle de crise pandémique, effectivement. Est-ce que les crises sanitaires, Christophe Urbain, ont accéléré ce phénomène de transparence? Nous, on observe 2 choses très fortes. Il y a un côté consommateur où on voit que le comportement des consommateurs dans l'application a basculé totalement suite au Covid, où auparavant les gens s'intéressaient à leur santé essentiellement. Parce qu'il y a eu quand même la crise de la vache folle, H1N1, le scandale de la viande de cheval. Ça vient ajouter à chaque fois. Donc voilà, ça vient ajouter. Et on dit, et ça ajoute aussi au besoin de savoir, au besoin de comprendre. C'est ce que tu disais. Et donc qu'est-ce qui a changé alors? Et ce qui a changé, c'est cette attention qui était principalement sur la santé, c'est ce que vous disiez à l'instant, et qui a basculé, c'était 1/4, 3/4, c'est devenu 3/4, 1/4 sur je veux comprendre des impacts environnementaux, des impacts sociaux, des impacts éthiques. Voilà. Et donc il y a vraiment cette inversion. C'est étonnant parce qu'on pourrait se dire on est dans une crise sanitaire, donc la demande d'information sur notre santé va exploser et ça c'est au contraire un peu... L'hypothèse qu'on peut formuler, c'est qu'il y a justement ce besoin de comprendre ce qui est derrière quelque chose d'incompréhensible. Ouais. Un virus qui arrive, qui vous change la vie, qui même a des impacts sur vos proches, etc. On peut de rester là-devant sans aucune clé pour dire comment je peux éviter, comment ça va se produire, etc. C'est anxiogène. Et donc j'ai envie de creuser, j'ai envie de comprendre. C'est comme ça que nous on l'explique. La deuxième chose, c'est que les entreprises depuis 1 an ont vraiment changé et aujourd'hui elles viennent nous voir. Elles ne sont plus dans le secret de mes produits, je ne veux pas que vous sachiez ce qu'il y a dedans, etc. Elles viennent nous voir pour dire on aimerait que vos produits soient dans MyLabel, qu'il y ait une transcription fidèle des composants, des labels, des allégations, de ce qu'on a mis dedans. Parce qu'on pense que ça change vraiment, parce qu'il a changé sous pression des consommateurs et donc des pouvoirs publics. Vous sentez que les entreprises sont prêtes à faire ce travail-là? C'est pas qu'elles sont prêtes, elles viennent et elles disent prenez mes fiches produits. Voilà, donc ça c'est vraiment un changement très fort. Et d'ailleurs, elle demande aussi une transparence inverse, et ça, c'est ce qu'on promet aussi à nos utilisateurs, on aimerait savoir aussi ce que pensent les gens, quelles sont leurs attentes. Parce que faire le produit parfait qui est à la fois bien pour l'environnement, c'est très difficile. Et ce qu'il faut, c'est comprendre où on en est, c'est quoi le petit pas aussi que l'entreprise peut faire. Pour dire, tiens, sur le bien-être animal, soit sur mon produit, soit sur mes pratiques, sur l'égalité homme-femme, sur le travail des enfants. Et ça, on les aide à comprendre ce qu'elles peuvent faire
comme petit pas. Et puis une troisième chose aussi qui est importante et qu'on voit émerger, là, ça c'est vraiment émergent, c'est la capacité à apporter cette information, cette transparence, y compris dans les courses en ligne, par exemple. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on propose, de dire tiens, mettez MyLabel sur votre site, et là vous faites une vraie preuve de transparence, parce que c'est un tiers de confiance, ça va être Greenpeace, Oxfam, enfin, c'est des gens que vous ne contrôlez pas, qui vont dire ce produit, il a des aspects qui sont positifs pour la biodiversité. On valide vos pratiques sur l'égalité homme-femme. Voilà. Et ça, c'est le pas qui est en train de se faire aujourd'hui, mais on est vraiment à l'amorce de ça. On voit que oui, je me permets on voit que des entreprises du coup innovent beaucoup dans la transparence, et notamment Carrefour par exemple qui va qui va injecter plutôt de la blockchain dans ses systèmes de traçabilité. Tous les secteurs sont concernés par ce sujet de la transparence des produits, dans l'alimentaire évidemment. Ou est-ce qu'il y a des réfractaires, pour reprendre les termes? Mais il y a toujours des réfractaires. Je pense que c'est pas par secteur. Nous, on a travaillé avec Engage dans énormément de secteurs d'activité différentes, et on sent cette même évolution, cette même tendance. Après, il y a des secteurs d'activité, évidemment, quand l'alimentaire, par exemple, où cette demande est encore plus forte. Mais on travaille beaucoup aussi dans le luxe, où cette demande de transparence à tout niveau, parce que c'est une transparence aussi sur le management. Je pense qu'aujourd'hui, on travaille avec des collaborateurs qui disent, sur les questions d'échelle de salaire, sur les questions de prise de décision dans les conseils d'administration, on veut être tenu au courant, on veut participer dans la dimension de management, l'open book management, où on publie, les dirigeants publient tout ce qui se passe, toutes les décisions qui vont être prises, tout ce qui les motive pour prendre des décisions. C'est quand même une tendance très forte. Et aujourd'hui, un citoyen qui demande un peu plus de démocratie participative, quand il arrive dans une boîte en tant que collaborateur, eh bien, c'est le but, c'est ce qu'on essaie de pousser, c'est qu'il ait cette même demande à l'intérieur d'une entreprise, qu'une entreprise, c'est une organisation qui doit probablement énormément se démocratiser. Donc il y a un but, une ambition très forte de ce côté-là. Oui. Merci beaucoup, merci à tous les deux, c'était passionnant, ça a duré 10 minutes, c'est trop court, mais c'est bon signe, voilà, qui sait, tout est possible, vous savez, sur Bismart. Merci à tous les deux. C'est la bonne idée du jour maintenant. C'est parti, allez. On y va. Smart Tidy, la bonne idée du jour, et on découvre un produit de nettoyage non polluant avec Serge Génaud. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Vous êtes dirigeant de Génaud Sélection. Depuis 3 ans et demi, vous êtes le distributeur exclusif des solutions Aquama en France. C'est quoi ça? D'où vient ce produit? Alors, ce produit vient de Suisse. C'est lui, Lionel Pomatios, qui l'a créé il y a maintenant une dizaine d'années. Et en fait, aujourd'hui, on est tous conscients que le dérèglement climatique, c'est plus une vue de l'esprit, et c'est une vraie réalité. On a tous d'ailleurs aujourd'hui l'envie de consommer différemment, de manger plus sain et de faire attention à ce à quoi on est exposé. Et donc, c'est une solution qui va permettre de nettoyer, de désinfecter, y compris sur le Covid-19, puisque c'est un sujet vraiment d'actualité, avec une solution qui est réalisée uniquement avec de l'eau, du sel et de l'électricité. Et comment ça marche? Alors, c'est un procédé d'hydrolyse. Et en fait, alors, c'est pas du tout le procédé d'hydrolyse ou d'électrolyse de la piscine, mais c'est quelque chose qui était très évolué et qui permet, grâce à ce procédé, de faire monter le pH de l'eau pour nettoyer. Et ensuite, on crée ce qu'on appelle un hypochlorite actif. Et cet hypochlorite, en fait, il va figer les bactéries, comme un taser, par exemple, pourrait le faire si jamais vous comportiez mal dans la rue. Et puis, en fait, ça va oxyder les bactéries. Alors, oxyder, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre l'oxygène. Et en prenant l'oxygène de la bactérie ou du virus, eh bien on le neutralise. Et surtout, comme on le fait de cette manière-là, on ne va pas créer non plus de bactéries hautement résistantes ou multirésistantes, ce que l'industrie de la chimie a créé au fur et à mesure de l'utilisation de ces produits, en fait, avec les virus et les bactéries qui s'adaptent. Alors moi, j'utilise, plutôt que le gel hydroalcoolique, j'utilise un produit qui s'appelle Dermafex, qui est beaucoup moins agressif pour la peau. Est-ce que vous avez un produit qui peut aussi nous servir tous les jours pour se débarrasser du risque Covid, quoi? Depuis hier, Thomas, en fait, voilà, c'est extra, ça tombe bien, c'est l'actualité. Mais en fait, hier, on a obtenu ce qu'on appelle l'inscription au TP1, c'est-à-dire l'hygiène des mains. Ouais. Et donc maintenant, notre solution, la solution d'Aquama, peut servir pour l'hygiène des mains, effectivement. Donc, dans le contexte coronavirus, vous pouvez proposer votre produit en hôpitaux pour désinfecter les locaux, pour tout le monde, du coup? Alors, on équipe déjà des cliniques, notamment la clinique Natessia à Lyon, qui est une des plus grosses cliniques privées d'Auvergne-Rhône-Alpes, avec notre partenaire qui s'appelle Clairiance, qui est spécialiste de bio-nettoyage et qui utilise au quotidien nos solutions pour nettoyer une clinique. C'est principalement une maternité. Qui sont vos clients, d'ailleurs, effectivement? Alors, nos clients, on a des communes. Alors, dans la région, je vais vous citer ici les Moulineaux, qui était une des premières communes
commune a montré son engagement écologique en utilisant nos solutions. La Selle Saint-Cloud, Clamart récemment, Chatou. On va Mais ils l'utilisent où dans leur dans les locaux crèches, souvent dans les crèches, dans les écoles ou les choses comme ça, où en fait notre solution, elle n'a pas de pictogramme de dangerosité. C'est-à-dire que même si un enfant le met dans la bouche, ça fait rien. Donc elle est écologique. Elle est 100% biodégradable, sans perturbateurs endocriniens, sans allergènes. Alors que je crois que le marché des produits d'entretien, c'est 25 milliards d'euros dans le monde. J'ai vu ça en préparant l'émission. Donc il y a potentiellement un développement énorme pour des produits comme les vôtres. Est-ce qu'il y a une demande des consommateurs, des collectivités, mais là, votre produit, c'est plutôt un produit pour les collectivités. Est-ce que moi, dans un magasin, je peux trouver vos produits? Oui, alors dans un magasin, non, mais sur notre site internet, oui. En fait, nous, la solution... Et si je veux nettoyer mon appart avec? Et alors, il y a différentes solutions. Soit vous pouvez acheter un kit découverte, comme j'ai envoyé à Émilie pour qu'elle le teste chez elle. Vous êtes déjà équipé. Absolument, j'allais le dire, Thomas. J'allais le dire, ça Voilà. marche très bien. Mon intérieur brille. Bon, et surtout, il est désinfecté en plus. Voilà. En plus. Et puis après, on a différentes machines en fonction de qui on veut équiper. Donc voilà, ça on le retrouve sur notre site internet aquama.fr. Et donc nos clients, pour répondre à votre question, voilà, on est aussi dans le milieu de la restauration où on va du food truck aux 2 étoiles Michelin, en passant par les grandes entreprises de restauration collective. On a dit tout à l'heure plus de 1000 crèches. On équipe des hôpitaux, on équipe des entreprises de propreté et notamment le numéro 2, numéro 1 ou numéro 2, ça dépend des mois. Voilà, et on équipe vraiment, on peut équiper tout le monde en fait. Mais est-ce que ça veut dire que vous faites partie des entreprises qui ont bénéficié de la crise sanitaire? Oui, oui, on peut le dire. Effectivement, oui, Heureusement mais qu'il y en a vraiment, quelques-unes qui voilà. ont bénéficié. Alors, ça faisait 3 ans déjà qu'on était sur le marché, qu'on expliquait ce qu'on faisait, tout ça. Et c'est vrai que l'arrivée du Covid, en fait, ça nous a fait exploser. Mais vraiment exploser. À quel point? En mai, on a fait le chiffre de l'année dernière. En un mois. En un mois. Et moi qui suis une adepte du vinaigre blanc, comme beaucoup de gens qui sont adeptes de ce produit-là, qu'est-ce que vous pouvez... Moi, je vous le conseillerais toujours, mais pour détartrer. Parce que nous, c'est quelque chose qu'on ne fait pas, on ne détartre pas. On nettoie, on désinfecte, mais on ne détartre pas. Donc c'est un complément pour le détartrage. Voilà. Merci beaucoup, merci Serge. Merci de votre appel. Donc voilà, c'est le nom de ce produit non polluant, voilà, qui utilise donc le sel, l'eau et l'électricité. L'électricité, ça semble magique et ça fonctionne. Merci beaucoup, merci à tous de nous suivre sur Bismart. On se retrouve demain avec joie, Thomas. J'espère bien, on sera là à 9h et puis ensuite à midi et 20h30. Belle journée sur Bismart.